Ce soir, nous poussons les lourdes portes des palais d'Europe, là où résonnèrent pendant 5 siècles le rire audacieux des bouffons et le silence calculé des courtisans. Des places de village aux chambres royales, des jongleurs itinérants aux conseillers de l'ombre, nous allons découvrir ces hommes extraordinaires qui portèrent le masque de la folie pour mieux dire la vérité. Nous verrons des rois puissants trembler devant un mot d'esprit, des fous sans pouvoir influencer le destin des royaumes, des grelots teintés dans les couloirs du pouvoir et la sagesse se cacher sous un bonnet à clochette. De Triboulet défiant François Ier, à Chicot conseillant Henri III, de Will Sommers apprivoisant Henri VIII, au mélancolique Stanchik pleurant sur la Pologne. Nous croiserons ces génies de l'audace qui transformèrent la bouffonnerie en art politique. Ferme les yeux et laisse-toi porter par le tintement des grelots dans les couloirs du temps, là où s'écrivit pendant des siècles l'histoire de ceux qui osèrent rire des rois et murmurer la vérité aux princes, quand la folie était la seule liberté possible au cœur du pouvoir absolu. Chapitre 1. Naissance du bouffon, des jongleurs aux fous de cour. Dans les cours médiévales du XIIe siècle, entre les chevaliers en armure et les nobles drapés de velours, une figure singulière commence à émerger. Le bouffon n'est pas né dans les palais, mais sur les places de village, parmi les jongleurs, les acrobates et les conteurs itinérants qui parcouraient l'Europe. Ces saltimbanques vivaient de leur art, offrant rire et divertissement aux foules. Certains possédaient un talent particulier pour la satire, l'improvisation, le maniement des mots comme des poignards enrobés de miel. Les seigneurs, constamment entourés de courtisans obséquieux et de conseillers calculateurs, cherchaient une forme de divertissement plus authentique, plus audacieuse. Les premiers fous de cour étaient souvent des hommes marqués par la différence, des nains, des bossus, des esprits étranges que la société rejetait, mais que les puissants collectionnaient comme des curiosités vivantes. Leur apparence physique ou leur comportement atypique leur conférait paradoxalement une forme de liberté. On ne les prenait pas au sérieux, et c'est précisément ce qui leur permettait de tout dire. Au XIIIe siècle, la fonction se structure. Les fous de cour deviennent des membres permanents des cours royales et princières. Ils reçoivent des gages, des logements, parfois même des terres. Le bouffon n'est plus un vagabond, mais un professionnel du rire, un artiste à part entière dont le métier consiste à divertir, mais aussi à refléter les vérités que personne d'autre n'ose formuler. Cette transformation marque un tournant essentiel. Le fou de cour devient un personnage institutionnalisé, protégé par son statut ambigu. Il n'appartient ni à la noblesse, ni au peuple. Il évolue dans un entre-deux fascinant. Sa folie, qu'elle soit réelle ou feinte, devient son armure et son passeport pour l'indicible. Les chroniques de l'époque commencent à mentionner ces personnages avec une fréquence croissante. On leur attribue des bons mots, des facéties, des interventions mémorables lors de banquets ou de conseils. Le bouffon devient indispensable, non seulement pour le divertissement, mais aussi comme soupape de sécurité, dans des cours où la tension politique et les intrigues peuvent mener au désastre. Ainsi naît une tradition qui traversera les siècles, celle d'hommes et de femmes qui, sous couvert de folie, exerceront une influence parfois considérable sur le cours de l'histoire. Le grelot de leur marotte résonnera dans les couloirs du pouvoir, annonçant une vérité que les rois eux-mêmes devront entendre. Chapitre 2. Le privilège de la folie. Dans l'univers rigide et hiérarchisé des cours médiévales et renaissantes, où chaque mot pouvait conduire à l'exil ou à l'échafaud, le fou jouissait d'un privilège extraordinaire, celui de tout dire. Cette liberté n'était pas le fruit du hasard, mais une construction sociale délibérée qui répondait à un besoin profond des monarques. Le roi vivait dans une bulle de flatterie permanente. Ses courtisans, attachés à leur survie et à leur fortune, transformaient chaque décision royale en trait de génie. Les conseillers, même les plus honnêtes, devaient peser leurs mots avec une prudence extrême. Dans ce théâtre d'hypocrisie dorée, le fou représentait l'unique voix discordante, le seul miroir capable de refléter la vérité sans fard. Cette licence de parole reposait sur un pacte implicite. Le fou pouvait critiquer le roi, moquer ses décisions, railler ses favoris, à condition que tout soit enrobé de rire et de bouffonnerie. L'humour servait de bouclier, transformant des remarques potentiellement séditieuses en divertissements inoffensifs.
Le roi pouvait choisir d'entendre la vérité ou de n'y voir qu'une plaisanterie. Les chroniques regorgent d'exemples de fous interrompant des conseils royaux pour lancer des vérités cinglantes. Quand les généraux promettaient victoire après victoire, le bouffon pouvait remarquer l'état déplorable des coffres. Quand les évêques glorifiaient la piété du monarque, le fou rappelait ses maîtresses. Ces interventions, impossibles dans la bouche d'un autre, passaient parce qu'elles venaient de celui qu'on ne prenait soi-disant pas au sérieux. Pourtant, cette liberté avait ses limites. Le fou devait posséder une intelligence aiguë pour naviguer sur cette corde raide. Trop loin, et même son statut ne le protégerait plus. Plusieurs bouffons ont payé de leur vie une plaisanterie mal calculée ou une vérité formulée au mauvais moment. L'art consistait à savoir jusqu'où aller, à sentir l'humeur du prince, à doser l'audace et la prudence. Ce privilège faisait du fou un personnage unique dans l'architecture du pouvoir. Il devenait, paradoxalement, l'un des conseillers les plus précieux du roi, celui qui pouvait lui parler sans arrière-pensée de promotion ou de faveur. Dans un monde de masques, le fou portait le sien ouvertement, et c'est précisément ce qui rendait sa parole si précieuse. Chapitre 3. Costumes, marottes et symboles, l'uniforme de la folie. L'apparence du fou de cour n'était jamais laissée au hasard. Chaque élément de son costume constituait un symbole, un langage visuel que toute la cour savait déchiffrer. Le bouffon se devait d'être immédiatement reconnaissable, car son identité visuelle garantissait sa protection et définissait son rôle. Le costume typique se composait d'un habit multicolore, souvent divisé en quartiers de teintes vives et contrastées. Ces couleurs éclatantes servaient plusieurs fonctions. Elles attiraient à l'œil, transformant le fou en point focal lors des cérémonies. Elles symbolisaient aussi le chaos, l'absence de cohérence qui définissait la folie elle-même. Là où les nobles arboraient des couleurs unies et nobles, le fou se parait d'un patchwork délibérément discordant. Le chapeau à grelots représentait l'accessoire le plus emblématique. Ses clochettes tintaient à chaque mouvement, annonçant l'arrivée du bouffon comme un avertissement sonore. Le son des grelots signalait que les règles ordinaires de la conversation courtoise étaient suspendues. Ces bonnets prenaient souvent la forme d'oreilles d'âne, symbole d'ignorance fin, ou de crête de coq, évoquant l'orgueil dérisoire. La marotte, ce sceptre surmonté d'une tête sculptée, constituait l'insigne du pouvoir dérisoire du fou. Souvent, cette tête représentait un autre bouffon, créant un effet de mise en abîme fascinant. Le fou tenait ainsi sa propre image, dialogue silencieux avec lui-même. La marotte servait aussi d'accessoire comique, et parfois d'arme symbolique, pointée vers ceux que le bouffon souhaitait railler. Les chaussures recourbées, ornées de grelots supplémentaires, complétaient l'ensemble. Leur forme exagérée rendait la démarche du fou immédiatement reconnaissable. Même de dos, même dans la pénombre des couloirs, on identifiait le bouffon à son allure caractéristique. Certains fous portaient également des vessies de porc gonflées qu'ils utilisaient pour frapper bruyamment les courtisans sans leur faire mal. Ce geste, à la fois comique et symbolique, rappelait que le fou pouvait toucher les puissants d'une manière interdite à tous les autres. L'ensemble de ces éléments créait un personnage immédiatement identifiable, un être qui habitait visuellement un espace entre l'humain et le grotesque, entre le sage et le fou. Ce costume n'était pas qu'un déguisement, c'était une armure symbolique qui protégeait son porteur, tout en définissant les limites de son pouvoir particulier. Chapitre 4. Les fous anonymes du Moyen Âge. Avant que l'histoire ne retienne les noms de Triboulet ou de Chicot, des centaines de fous anonymes ont diverti les cours médiévales. Ces personnages, rarement mentionnés par les chroniqueurs, ont pourtant façonné la tradition du bouffon et établi les codes de cette fonction singulière. Les archives monastiques et les registres de comptes royaux offrent de rares aperçus de ces ombres joyeuses. On trouve trace de paiement pour « le fou du duc » ou « notre bouffon », sans autre précision. Certains documents mentionnent des achats de tissus colorés, de grelots, de marottes, témoignant de l'existence de ces personnages sans jamais révéler leur identité véritable. Les légendes médiévales, en revanche, regorgent de récits mettant en scène des bouffons astucieux. L'une des plus célèbres raconte comment un fou sauva son seigneur d'un complot en révélant la vérité sous forme de devinette. Une autre évoque un bouffon qui,
voyant son roi sur le point de commettre une injustice terrible, feignit une crise de folie si convaincante que le monarque, inquiet, reporta sa décision et finit par découvrir son erreur. Dans les cours françaises du XIIIe siècle, plusieurs fous ont laissé des traces dans les marges des manuscrits. Des moines copistes, témoins des visites royales dans les monastères, ont parfois croqué dans les bordures des pages des silhouettes grimaçantes portant des marottes. Ces dessins constituent un des rares témoignages visuels de ces premiers bouffons. Les fabliaux et les chansons de gestes incluent régulièrement des personnages de fous sages, capables de résoudre des énigmes impossibles ou de démasquer des traîtres grâce à leur intelligence dissimulée sous une apparence grotesque. Ces récits reflètent probablement des figures réelles, transformées et embellies par la tradition orale. Un chroniqueur anglais du XIVe siècle mentionne un fou si aimé du roi qu'à sa mort, le monarque refusa de rire pendant 1 an. Cette anecdote, bien que brève, révèle l'attachement profond qui pouvait unir un souverain à son bouffon. Le fou n'était pas qu'un simple divertissement, il devenait souvent un compagnon, un confident, parfois le seul être avec lequel le roi pouvait être véritablement lui-même. Ces fous anonymes ont construit, pierre par pierre, la tradition qui permettra au grand nom de la Renaissance de briller. Sans leurs grelots résonnant dans les châteaux médiévaux, sans leurs facéties et leurs vérités déguisées, l'âge d'or des bouffons n'aurait jamais existé. Chapitre 5. Le fou de Charles VI. Rire face à la folie royale. Le règne de Charles VI de France, surnommé le Fou ou le Bien-Aimé, offre l'une des situations les plus troublantes de l'histoire des cours royales. Comment un fou de cour peut-il exercer sa fonction auprès d'un roi lui-même plongé dans la folie? Cette question hante les chroniques de la fin du XIVe siècle. Charles VI bascula dans la démence en 1392, lors d'un épisode dramatique dans la forêt du Mans. Le roi, en pleine crise, tua plusieurs de ses propres chevaliers, les prenant pour des ennemis. Dès lors, il alterna entre périodes de lucidité et phases de délire profond. Parfois, il ne reconnaissait plus sa propre femme, Isabeau de Bavière, ou oubliait qu'il était roi de France. Dans ce contexte tragique, le fou de Charles VI devait naviguer dans des eaux encore plus périlleuses que ses prédécesseurs. Les sources ne nous ont pas conservé son nom avec certitude, mais elles évoquent sa présence constante auprès du roi malade. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'un nommé Hélion, d'autres mentionnent un certain Jeannette. Le rôle du bouffon se transforme profondément. Il n'est plus seulement là pour divertir, mais pour maintenir un semblant de normalité. Quand le roi s'imaginait fait de verre et refusait de bouger de peur de se briser, c'est peut-être le fou qui, par ses pitreries, parvenait à le faire rire et oublier momentanément ses terreurs. Les chroniqueurs rapportent des scènes déchirantes où le fou et le roi, tous deux fous aux yeux de la cour, se retrouvaient dans une complicité étrange. Le bouffon devenait le miroir du monarque, mais un miroir déformé, qui transformait la tragédie en comédie, rendant l'insupportable un peu plus tolérable. La cour, plongée dans l'inquiétude et les luttes de pouvoir entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans, trouvait dans les interventions du fou des moments de répit. Ses plaisanteries sur la situation, sa capacité à faire sourire même dans le désastre, offraient un exutoire à l'attention collective. Ce fou anonyme accomplissait une mission presque thérapeutique. Il humanisait la folie du roi, la rendait moins effrayante. En faisant rire de la déraison, il aidait la cour à supporter l'insupportable. Son héritage reste celui d'un homme qui, au cœur des ténèbres de la démence royale, maintint vivante la flamme fragile du rire. Chapitre 6. Hanswurst et les fous germaniques. Dans le Saint-Empire romain germanique, la tradition du fou de cour prend des formes distinctes, marquées par la culture et les particularités des cours impériales. Le personnage de Hanswurst, dont le nom signifie littéralement Jean Saucisse, incarne cette version germanique du bouffon. Hanswurst n'est pas un individu unique, mais un archétype qui traverse les siècles, de la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Ce personnage combine les traits du paysan rusé, du mangeur glouton et du sage déguisé en sot. Vêtu de façon grotesque, souvent avec un costume rappelant les vêtements paysans exagérés, Hanswurst représente le peuple face au pouvoir. Les cours impériales de Vienne, de Prague et des différents électeurs du Saint-Empire employaient régulièrement des bouffons.
L'empereur Maximilien Ier, au tournant du XVIe siècle, entretenait plusieurs fous qui l'accompagnaient dans ses déplacements. Ces personnages, souvent issus de la paysannerie ou des classes populaires, apportaient une perspective différente de celle des courtisans nobles. Un fou particulièrement célèbre servit l'empereur Charles Quint. Bien que son nom exact ne soit pas clairement établi dans toutes les sources, les chroniques le décrivent comme un homme d'une intelligence remarquable, capable de converser en plusieurs langues. Il aurait accompagné Charles Quint dans ses voyages à travers son vaste empire, du Saint-Empire romain germanique à l'Espagne. La particularité des fous germaniques résidait dans leur rapport au folklore et aux traditions populaires. Contrairement aux bouffons français ou anglais, souvent plus raffinés dans leur humour, les Hanswurst privilégiaient un comique plus physique, plus scatologique, ancré dans la culture carnavalesque germanique. Les cours allemandes organisaient également des cours des fous, moments rituels où les hiérarchies étaient symboliquement inversées. Le bouffon devenait roi le temps d'une soirée, prononçant des arrêts burlesques, distribuant des châtiments comiques. Ces cérémonies permettaient une catharsis collective, une soupape de sécurité pour les tensions sociales. La réforme protestante et la contre-réforme catholique affectèrent profondément la tradition des fous dans les territoires germaniques. Certains princes protestants, influencés par une vision plus austère du pouvoir, supprimèrent la fonction de bouffon. D'autres, au contraire, la maintenirent comme symbole de continuité avec les traditions impériales. Les fous germaniques ont laissé une empreinte durable dans la culture populaire, inspirant plus tard les personnages de la commedia dell'arte et du théâtre populaire allemand. Leur héritage se perpétue dans les carnavals rhénans, où l'esprit de Hanswurst continue de défier symboliquement les autorités. Chapitre 7. Triboulet sous Louis XII. Ascension d'un génie acide. Nicolas Férial, dit Triboulet, demeure sans doute le plus célèbre fou de cour de l'histoire française. Son ascension débute sous le règne de Louis XII, au tout début du XVIe siècle, et marque un tournant dans la fonction de bouffon. Avec lui, la folie atteint un niveau d'art et d'influence jamais égalé. Triboulet n'était pas un simple amuseur. Né probablement dans le Poitou, peut-être à Blois, il entra au service de Louis XII vers 1500. Le roi, surnommé le père du peuple, appréciait particulièrement l'esprit caustique de son fou. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, Triboulet ne souffrait d'aucune difformité physique. Sa folie était entièrement intellectuelle, une construction délibérée qui lui permettait de dire l'indicible. Les chroniqueurs de l'époque le décrivent comme un homme de taille moyenne, au visage mobile et expressif, capable de passer en un instant de la grimace la plus grotesque à une expression de gravité solennelle. Son intelligence était reconnue de tous, même de ceux qui l'humiliaient publiquement par ses remarques acérées. Sous Louis XII, Triboulet établit son style, un mélange d'observation cruelle et de vérité politique déguisée en plaisanterie. Quand le roi envisageait une campagne coûteuse en Italie, Triboulet aurait déclaré devant la cour « Sire, vos prédécesseurs ont conquis l'Italie avec des épées, vous la perdrez avec des écus. » La prophétie se révéla juste. Le fou jouissait d'un accès privilégié au monarque. Il participait au conseil, intervenait lors des audiences, accompagnait Louis XII dans ses déplacements. Cette proximité lui conférait un pouvoir considérable. Les courtisans le craignaient, car un mot de lui pouvait ruiner une réputation ou influencer une décision royale. Louis XII, malgré son surnom bienveillant, pouvait se montrer dur avec ses adversaires politiques. Triboulet servait parfois d'instrument à cette dureté, formulant publiquement les critiques que le roi ne pouvait exprimer directement. Le bouffon devenait ainsi un arme politique, un moyen pour le monarque de transmettre des messages sans engager directement l'autorité royale. Pourtant, Triboulet ne se contentait pas d'être un outil. Il possédait une autonomie réelle et n'hésitait pas à critiquer le roi lui-même. Un jour, Louis XII le menaça de le faire pendre pour une remarque particulièrement audacieuse. Triboulet répondit « Sire, faites-moi pendre demain, car aujourd'hui c'est vous qui passerez pour un fou. » Cette période sous Louis XII établit Triboulet comme une figure incontournable de la cour. Sa réputation grandissait, et déjà on racontait ses bons mots dans tout le royaume. Mais son apogée viendra sous le règne suivant, celui du jeune et flamboyant François Ier. Chapitre 8. Triboulet et François Ier, le fou qui défiait le roi. L'arrivée de François Ier sur le trône en 1515 aurait pu marquer la fin de la carrière de Triboulet.
Le jeune roi, âgé de 20 ans, brillant, sportif, amateur d'art et de fêtes, n'avait a priori rien en commun avec le vieux bouffon aigri. Pourtant, c'est sous ce règne que Triboulet atteindra le sommet de sa puissance et de sa renommée. François Ier, malgré sa jeunesse, comprit rapidement l'utilité d'un fou aussi perspicace. Le nouveau roi se lançait dans des projets grandioses, guerre en Italie, construction de châteaux somptueux, mécénat artistique sans précédent. Triboulet devint la voix de la raison déguisée en folie, celui qui osait questionner les dépenses extravagantes et les décisions impulsives. La relation entre le roi et son fou fascinait la cour. François Ier aimait provoquer Triboulet, le pousser dans ses retranchements, testant les limites de sa licence de parole. Le bouffon relevait chaque défi, répondant avec une audace qui aurait coûté la tête à n'importe quel courtisan. Lors d'un banquet, François Ier, agacé par une remarque particulièrement cinglante de Triboulet sur ses conquêtes italiennes coûteuses, lui lança « Triboulet, tu es le plus grand fou de mon royaume !» Le bouffon répondit instantanément « Sire, je ne suis que le second, le premier, celui qui vous prête de l'argent pour ses guerres. » Le silence se fit dans la salle. Puis, François éclata de rire. Triboulet accompagna le roi partout, même dans ses campagnes militaires. Après la désastreuse défaite de Pavie en 1525, où François Ier fut fait prisonnier par Charles Quint, on raconte que Triboulet pleura sincèrement. Cette réaction émut profondément la cour, révélant l'attachement réel du fou à son maître. Durant la captivité du roi en Espagne, Triboulet resta à la cour française, servant de lien symbolique avec le monarque absent. Ses plaisanteries prirent une tonalité plus mélancolique, reflétant l'anxiété collective. Au retour de François Ier, le fou l'accueillit avec ces mots. « Sire, vous êtes revenu plus sage. La captivité vous a enfin donné ce que vos conseillers n'ont jamais pu vous offrir, du temps pour réfléchir. » Le roi, loin de s'offenser, aurait embrassé son fou. Cette scène, rapportée par plusieurs chroniqueurs, illustre la nature unique de leur relation. Triboulet n'était pas qu'un bouffon, il était devenu un ami, peut-être le seul capable de parler au roi sans calcul ni arrière-pensée. Les dernières années de Triboulet sous François Ier demeurent moins documentées. Le fou vieillissait, sa santé déclinait. Chapitre 9. Les mots cruels de Triboulet, pouvoir de la vérité déguisée. L'héritage de Triboulet repose avant tout sur ces mots, ces répliques cinglantes qui traversèrent les siècles et devinrent légendaires. Chaque anecdote révèle une facette de son génie particulier. Transformer la critique en divertissement, la vérité en plaisanterie, l'insulte en sagesse. L'une des histoires les plus célèbres concerne un courtisan vaniteux qui s'était attiré les faveurs de François Ier grâce à sa flatterie éhontée. Lors d'un conseil, cet homme multipliait les louanges démesurées envers le roi. Triboulet, écoutant en silence, finit par s'approcher et planter sa marotte sur la tête du courtisan en déclarant « Voilà, maintenant nous sommes deux fous à cette cour ». L'assemblée éclata de rire et le courtisan, humilié, perdit progressivement l'estime royale. Triboulet maniait l'art de la métaphore avec une maestria redoutable. Quand François Ier lui demanda son avis sur un projet de loi particulièrement compliqué, le fou répondit « Sire, cette loi ressemble à votre dernière partie de chasse. Beaucoup de bruit, beaucoup de dépenses, et au final, pas de gibier. » Le roi, comprenant la critique sous-jacente, révisa le texte. Le bouffon n'épargnait personne, pas même les membres de la famille royale. On raconte qu'il osa commenter l'apparence d'une princesse en ces termes « Madame, Dieu vous a donné tant d'esprit qu'il a dû économiser sur le reste. » La remarque d'une cruauté évidente passa grâce au statut de Triboulet, même si la princesse ne lui pardonna jamais. Face aux religieux, souvent intouchables, Triboulet se montrait particulièrement audacieux. À un évêque qui prêchait la charité tout en vivant dans un luxe ostentatoire, il lança « Monseigneur, je comprends maintenant pourquoi Jésus chassa les marchands du temple. Il voulait faire de la place aux évêques. » Le prélat, rouge de fureur,
ne put répliquer devant le rire général. Certaines de ces remarques révélaient une profondeur philosophique surprenante. Interrogé sur la nature du bonheur, Triboulet répondit « Le bonheur, sire, c'est d'être assez fou pour ne pas voir la réalité, mais assez sage pour en comprendre les apparences. » Cette définition, digne d'un philosophe, circula dans toute l'Europe. Le pouvoir de Triboulet résidait dans sa capacité à formuler ce que chacun pensait mais n'osait dire. Il était le porte-voix de l'opinion collective, l'expression d'une vérité populaire face au pouvoir absolu. Ces mots cruels n'étaient cruels qu'en surface. En profondeur, ils servaient souvent la justice et l'équité. Victor Hugo s'inspira de lui pour créer le personnage de Triboulet dans Le Roi s'amuse, devenu plus tard le livret de Rigoletto de Verdi. Cette immortalité artistique témoigne de l'impact durable du fou de François Ier. Chapitre 10. Brusquet sous Henri II, le médecin devenu fou. L'histoire de Brusquet illustre un parcours inhabituel vers la fonction de fou de cour. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, Brusquet commença sa carrière comme médecin respectable, avant de troquer la robe de praticien contre le costume bigarré du bouffon. Jean-Antoine de Baïf, dit Brusquet, naquit dans une famille bourgeoise du Languedoc vers 1500. Il étudia la médecine à Montpellier, l'une des plus prestigieuses universités médicales d'Europe. Ses contemporains le décrivaient comme un homme cultivé, parlant latin, connaissant les auteurs classiques, possédant une vaste culture scientifique pour son époque. Sa transformation en fou de cour demeure entourée de mystères. Certains historiens suggèrent qu'une déception amoureuse ou professionnelle le poussa vers ce changement radical. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée, la fonction de bouffon offrant paradoxalement plus de liberté et de pouvoir qu'une carrière médicale traditionnelle. Henri II, fils de François Ier, monta sur le trône en 1547. Plus sombre et réservé que son père, le nouveau roi semblait a priori peu enclin à apprécier les bouffonneries. Pourtant, Brusquet sut conquérir sa faveur grâce à un esprit différent de celui de Triboulet. Là où Triboulet pratiquait la cruauté directe, Brusquet privilégiait l'absurde et le paradoxe. Son passé médical influençait profondément son style de fou. Brusquet utilisait un vocabulaire technique pour créer des plaisanteries savantes qui amusaient particulièrement les esprits cultivés de la Renaissance. Il diagnostiquait les maux de la cour en termes médicaux burlesques, prescrivant des remèdes comiques aux problèmes politiques. La cour d'Henri II était dominée par la présence de Diane de Poitiers, la maîtresse du roi, femme de 20 ans son aînée, qui exerçait une influence considérable. Brusquet dut naviguer entre la reine légitime, Catherine de Médicis, et la favorite. Son humour servait parfois à désamorcer les tensions entre ces deux femmes puissantes. Un jour, alors que la cour discutait d'une épidémie, Brusquet déclara avec gravité « J'ai identifié la maladie qui frappe ce royaume. C'est la courtisanite aiguë, une inflammation du dos causée par l'excès de courbettes. » L'assailli fit rire même Henri II, pourtant peu porté sur l'humour. Brusquet représentait une nouvelle génération de fous, plus érudits, utilisant leur culture pour affûter leur art. Il ouvrait la voie vers une évolution de la fonction vers quelque chose de moins grotesque et de plus intellectuel, préfigurant la disparition progressive du bouffon traditionnel. Chapitre 11. Brusquet et les guerres de religion. Les dernières années du règne d'Henri II et le début de celui de ses fils coïncident avec le déclenchement des guerres de religion qui déchireront la France pendant près de 40 ans. Dans ce contexte de violence extrême, le rôle de Brusquet prend une dimension tragique et nécessaire. La France se fracture entre catholiques et protestants. Les massacres se multiplient, la haine religieuse empoisonne les relations sociales. À la cour, les tensions sont palpables. Les grandes familles nobiliaires se divisent, certaines soutenant la réforme, d'autres défendant le catholicisme avec intransigeance. Brusquet tente de maintenir un espace de neutralité par le rire. Ces plaisanteries évitent soigneusement de prendre parti dans le conflit religieux, une prudence nécessaire pour sa survie. Il continue de moquer les excès de tous, catholiques comme protestants, privilégiant l'absurdité de la violence plutôt que la théologie. Après la mort accidentelle d'Henri II, en 1559 tué lors d'un tournoi, Brusquet sert brièvement François I, puis Charles IX. Le jeune Charles IX, monté sur le trône à 10 ans, grandit dans une atmosphère de guerre civile permanente. Brusquet représente pour lui un vestige d'insouciance, un lien avec le temps où la cour riait encore. Les chroniques rapportent une scène particulièrement troublante.
En 1572, peu avant la Saint-Barthélemy, Brusquet aurait tenté de détourner Charles IX de l'idée d'un massacre des protestants. Il aurait déclaré « Sire, vous voulez purger le royaume des hérétiques. Commencez par moi, car je suis le plus grand hérétique de tous. Je crois encore que les hommes peuvent rire ensemble. » Le roi, manipulé par sa mère Catherine de Médicis et les Guises, n'écouta pas son fou. Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, marque un tournant. Des milliers de protestants sont assassinés à Paris et dans tout le royaume. Brusquet, dit-on, resta enfermé dans ses appartements durant ces jours terribles. Quand il reparut, son visage portait une gravité nouvelle. Ses plaisanteries se firent plus rares, plus amères. Le rire devenait presque obscène dans un royaume ensanglanté. Comment faire le bouffon quand la folie n'est plus un jeu mais une réalité meurtrière? Brusquet vieillissant incarne cette impossibilité croissante. La fonction même de fou de cour perd son sens dans un monde où la démence collective surpasse toute bouffonnerie individuelle. Les dernières années de Brusquet sont mal documentées. Il disparaît des registres vers 1575, probablement emporté par la maladie ou le chagrin. Avec lui, s'achève une époque. Le rire ne peut plus guérir les plaies d'une société qui se déchire. Chapitre 12. Chicot, le fou confident d'Henri III, entre amitié et politique. Jean-Antoine d'Angleray, dit Chicot, représente l'apogée et la fin de la tradition des grands fous de cour français. Son histoire avec Henri III transcende la relation traditionnelle maître-bouffon pour devenir une véritable amitié, teintée de politique et de tragédie. Chicot entre au service d'Henri III à une date incertaine, probablement au début des années 1580. Le roi, troisième fils d'Henri II à monter sur le trône, règne sur une France ravagée par les guerres de religion. Intelligent, cultivé, mystique et efféminé selon ses détracteurs, Henri III est un monarque complexe, souvent incompris par ses contemporains. Contrairement à Triboulet ou Brusquet, Chicot n'est pas qu'un bouffon, il est aussi un homme d'action, un confident politique, parfois même un agent secret au service du roi. Cette polyvalence fait de lui un personnage unique dans l'histoire des fous de cour. Il porte certes le costume bigarré et la marotte, mais il manie aussi l'épée et participe aux conseils royaux. La cour d'Henri III est dominée par les mignons, ces jeunes favoris du roi qui scandalisent l'opinion par leur luxe et leurs mœurs. Chicot, bien qu'âgé, fait partie de ce cercle intime. Sa position de fou lui permet de critiquer ouvertement les excès de ses favoris, servant de contrepoids moral à leur influence. L'amitié entre Henri III et Chicot apparaît authentique dans les sources. Le roi traite son fou avec une considération inhabituelle. Ils conversent en privé pendant des heures, discutant de politique, de philosophie, de religion. Chicot devient le conseiller que le monarque peut consulter sans craindre trahison ou arrière-pensée. Cette proximité s'avère dangereuse dans le climat politique explosif de l'époque. La Ligue catholique, menée par les Guises, conteste l'autorité du roi jugé trop tolérant envers les protestants. Les ligueurs voient en Chicot un mauvais génie influençant Henri III. Des pamphlets circulent dénonçant le fou qui gouverne le roi. Chicot accompagne Henri III dans ses moments les plus sombres. Après l'assassinat du duc de Guise pour ordre du roi en 1588, la situation du monarque est désespérée. Paris se révolte, le pape excommunie Henri III, la Ligue contrôle une grande partie du royaume. Dans cette tourmente, Chicot reste fidèle, utilisant son humour noir pour maintenir le moral du roi. Un épisode rapporte que Chicot, voyant Henri III désespéré, lui aurait dit « Sire, vous avez tué le plus grand duc de France. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à être le plus grand roi. » Cette remarque, à la fois encouragement et critique, illustre la nature complexe de leur relation. L'assassinat d'Henri III, en août 1589, par le moine Jacques Clémentin, marque la fin d'une époque. Chicot aurait été présent et aurait tenté vainement de protéger le roi. Après la mort de son maître, il disparaît de l'histoire, probablement mort peu après. Avec lui, s'éteint la grande tradition des fous de cour français. Chapitre 13. Will Somers, le fou d'Henri VIII d'Angleterre. Tandis que la France voyait briller Triboulet et Brusquet, l'Angleterre possédait son propre génie de la bouffonnerie en la personne de Will Somers, fou attitré d'Henri VIII.
Son histoire révèle les particularités de la tradition anglaise du bouffon et illustre comment un homme ordinaire put influencer l'un des monarques les plus redoutables de l'histoire. Will Somers serait né vers 1525, probablement dans le Shropshire, d'une famille modeste. Les circonstances de son arrivée à la cour demeurent floues, mais vers 1525-1526, il entre au service d'Henri VIII. Le roi, alors dans la force de l'âge, cherchait un nouveau bouffon après la mort du précédent. Henri VIII était un monarque terrifiant, imprévisible, violent, capable de faire exécuter femmes, conseillers et amis. Dans cet environnement de peur permanente, Will Somers parvint à établir une relation privilégiée avec le tyran. Le fou devint l'un des rares êtres que le roi tolérait autour de lui dans ses moments de colère. Physiquement, les descriptions de Somers le dépeignent comme un homme de petite taille, au visage mobile et expressif. Plusieurs portraits de l'époque le représentent avec le costume traditionnel du fou anglais, légèrement différent du modèle français, avec des couleurs vertes et rouges dominantes. Son humour reposait sur l'observation aiguë des travers humains et une capacité remarquable à évaluer l'humeur du roi. Somers savait quand pousser, quand se retirer, quand transformer une colère royale en rire. Cette intelligence émotionnelle lui permit de survivre là où tant d'autres périrent. Une anecdote célèbre rapporte que lors de la disgrâce d'Anne Boleyn, deuxième femme d'Henri VIII, alors que toute la cour évitait de mentionner son nom, Will Somers osa faire une allusion à elle devant le roi. Au lieu de la fureur attendue, Henri éclata d'un rire amer. Le fou avait compris que le roi avait besoin d'exprimer sa rage autrement que par la violence. Somers accompagna Henri VIII à travers ses 6 mariages, témoin privilégié des drames successifs. Il vit défiler Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. À chaque fois, il dut adapter son rôle, jugeant les humeurs changeantes du monarque vieillissant. Les dernières années d'Henri VIII furent particulièrement difficiles. Le roi, obèse, malade, souffrant d'un ulcère à la jambe, devenait de plus en plus irascible. Will Somers représentait l'un des derniers liens avec la jeunesse du monarque, un vestige du temps où Henri était encore le roi magnifique. Après la mort d'Henri VIII en 1547, Somers servit brièvement le jeune Édouard VI, puis se retira. Il mourut vers 1560, ayant survécu à un des règnes les plus dangereux de l'histoire anglaise. Son héritage perdure dans la culture populaire britannique comme exemple du fou sage, capable de dire la vérité au pouvoir absolu. Chapitre 14. Stanchik, le fou mélancolique de Pologne. Loin des cours françaises et anglaises, la Pologne possédait son propre fou légendaire, Stanchik, dont l'image mélancolique hante encore la conscience nationale polonaise. Son histoire illustre une vision différente du bouffon, celle d'un patriote désespéré utilisant le rire pour pleurer le destin de sa nation. Stanchik aurait vécu entre 1480 et 1560 environ, servant les rois de Pologne de la dynastie Jagellon. Contrairement à beaucoup de ses contemporains occidentaux, les sources historiques sur lui demeurent fragmentaires, mêlant réalité et légende. Ce flou même contribue à son statut quasi mythique dans la culture polonaise. Les chroniques le décrivent comme un homme d'origine modeste, peut-être fils d'un fermier ou d'un artisan, qui se distingua par son intelligence exceptionnelle et son sens de l'observation politique. Il aurait attiré l'attention du roi Alexandre Ier Jagellon, puis servi Sigismond Ier l'Ancien et Sigismond II Auguste. Le style de Stanchik différait radicalement de celui de Triboulet ou de Will Somers. Là où les fous occidentaux privilégiaient le trait d'esprit rapide et la plaisanterie, Stanchik développait une ironie profonde, presque philosophique, teintée d'une tristesse lucide face aux erreurs politiques de ses maîtres. Une légende célèbre place Stanchik lors d'un bal somptueux au château royal de Cracovie en 1514. Pendant que la cour danse et festoie, le fou reste assis dans un coin, l'air sombre. Le roi, intrigué, lui demande pourquoi il ne se réjouit pas. Stanchik répond qu'il vient d'apprendre la perte de Smolensk, une ville clé face à la Russie. La nouvelle attriste le fou, tandis que la cour, ignorante, continue de danser. Cette scène, immortalisée au XIXe siècle par le peintre Jan Matejko dans son célèbre tableau Stanchik, est devenue emblématique. Elle représente le fou comme seul être lucide, conscient des dangers menaçant la Pologne pendant que les élites se divertissent, indifférentes au destin national. Stanchik incarnait une forme de conscience nationale.
Ces remarques portaient souvent sur la faiblesse de la monarchie élective polonaise, les divisions de la noblesse, la menace des puissances voisines. Il prédisait, dit-on, les catastrophes futures qui frapperaient la Pologne, notamment le partage du pays au XVIIIe siècle. Dans la culture polonaise ultérieure, Stonczyk devient un symbole du patriote éclairé, de l'intellectuel qui voit la vérité, ignorée par les dirigeants. Les artistes et écrivains polonais du XIXe siècle, période des partages de la Pologne, s'identifieront à cette figure du fou mélancolique, témoin impuissant du déclin national. L'érégage de Stonczyk dépasse largement son existence historique. Il représente une idée, celle que la sagesse réside parfois chez ceux que la société marginalise, et que le rire peut être l'expression non de la joie, mais du désespoir lucide. Chapitre 15. Les nains et bouffons d'Espagne. Velázquez et les cours Habsbourg. L'Espagne des Habsbourg développa une tradition particulière, mêlant fous de cour et nains de compagnie dans une étrange galerie de personnages marginaux. Ces hommes et femmes, immortalisés par le pinceau de Diego Velázquez, révèlent une facette plus sombre et plus complexe de la relation entre pouvoir et différence. La cour espagnole du XVIe et XVIIe siècle, la plus puissante d'Europe, entretenait des dizaines de nains, bossus et autres personnes présentant des particularités physiques. Ces individus servaient à la fois de divertissement et de symbole de la magnificence royale, capables de collectionner toutes les curiosités du monde. Velázquez, peintre officiel de Philippe IV au XVIIe siècle, a laissé des portraits saisissants de ces personnages. Contrairement aux représentations habituelles, grotesques et moqueuses, Velázquez les peignait avec dignité et humanité. Ces tableaux révèlent des individus complexes, doués d'intériorité et de personnalité propre. Parmi les plus célèbres, Sebastián de Mora, nain au regard intense et mélancolique, fixe le spectateur avec dignité et troublante. Francisco Lescano, dit El Niño de Vallecas, apparaît dans un paysage, tenant un jeu de cartes, son expression mêlant innocence et tristesse. Ces portraits transcendent la simple documentation pour devenir des méditations sur la condition humaine. Diego de Acedo, surnommé El Primo, était un nain érudit employé comme assistant dans les bureaux royaux. Velázquez le représente avec un grand in-folio, soulignant son rôle intellectuel au-delà de sa fonction de divertissement. Cette image contredit l'idée réductrice du bouffon comme simple amuseur. La fonction de ces personnages à la cour espagnole demeure ambiguë. Ils étaient à la fois privilégiés et humiliés, protégés et exhibés, traités avec affection et considérés comme des objets de curiosité. Leur statut reflétait les contradictions de la société baroque espagnole, obsédée par l'honneur et la hiérarchie, tout en tolérant ces transgressions encadrées. Certains de ces nains et bouffons accumulèrent fortune et influence. Ils recevaient des gages généreux, des logements, participaient aux cérémonies officielles. Leur proximité avec la famille royale leur conférait un pouvoir réel, même si ce pouvoir restait toujours précaire et dépendant du bon vouloir du monarque. L'Espagne poussa à l'extrême la logique de la collection humaine. Les Habsbourg recherchaient activement des nains et des personnes atypiques dans tout leur empire, les faisant venir à Madrid. Cette pratique, choquante pour la sensibilité moderne, était alors perçue comme une démonstration de richesse et de pouvoir. Les tableaux de Velázquez ont préservé ces vies autrement oubliées. Ils nous rappellent que derrière la fonction de bouffon se cachaient des individus réels, dotés d'émotions, d'intelligence et de dignité, prisonniers d'un système qui les utilisait tout en les marginalisant. Chapitre 16. Les derniers fous de Louis XIII et Louis XIV. Fin d'une époque. Le XVIIe siècle français marque le crépuscule de la tradition des fous de cour. Sous Louis XIII, puis surtout sous Louis XIV, la fonction perd progressivement son importance pour finalement disparaître, victime d'une nouvelle conception du pouvoir royal et de la dignité monarchique. Louis XIII, roi mélancolique et tourmenté, conserva quelques bouffons à sa cour, mais leur rôle était déjà diminué. L'Angély, le dernier fou notable du règne, n'atteignit jamais la stature d'un Chicot ou d'un Triboulet. Le roi, dominé par Richelieu, préférait la politique rationnelle aux facéties des bouffons.
Le cardinal de Richelieu lui-même voyait d'un mauvais œil ces personnages imprévisibles. Dans sa vision d'un État moderne et centralisé, le fou représentait une anomalie, un vestige médiéval incompatible avec l'absolutisme naissant. La liberté de parole du bouffon constituait une fissure dans l'édifice du pouvoir absolu. Avec l'arrivée de Louis XIV, la transformation s'accélère. Le roi Soleil, obsédé par la majesté et l'étiquette, ne peut tolérer la présence d'un personnage qui, par définition, transgresse toutes les règles. À Versailles, le protocole règne en maître absolu. Chaque geste, chaque mot est codifié. Le rire spontané et subversif du fou n'a plus sa place. Les derniers fous de Louis XIV sont des figures pathétiques, réduits à des grimaciers sans pouvoir. Ils n'interviennent plus dans les affaires politiques, ne critiquent plus le roi, se contentent de pitreries physiques lors de fêtes occasionnelles. La fonction s'est vidée de sa substance. Un changement culturel profond accompagne cette disparition. L'esprit classique du XVIIe siècle valorise la raison, l'ordre, la mesure. La folie, même feinte, même instrumentalisée, devient suspecte. Les philosophes et moralistes de l'époque critiquent l'institution du bouffon comme vestige barbare. Le rire lui-même se transforme. Il doit désormais être contrôlé, poli, conforme aux règles de la bienséance. Le rire subversif du fou, qui permettait de critiquer le pouvoir, cède la place à l'humour de salon, raffiné, mais inoffensif. Molière et les dramaturges classiques canalisent le rire dans des formes littéraires acceptables. Le dernier fou officiel de la cour de France disparaît probablement dans les années 1630-1640, même si des amuseurs continuent sporadiquement à être employés. Mais il ne porte plus le titre de fou, et surtout, il ne possède plus cette liberté de parole qui faisait l'essence de la fonction. Cette disparition n'est pas propre à la France. Dans toute l'Europe, les cours abandonnent progressivement la tradition du bouffon. Angleterre, après la révolution puritaine du milieu du XVIIe siècle, renonce définitivement à ces personnages jugés immoraux. Les cours germaniques suivent le mouvement. La fin des fous de cour marque un tournant dans l'histoire du pouvoir. Désormais, la critique devra emprunter d'autres voies, la littérature clandestine, les pamphlets anonymes, plus tard, le journalisme et l'opinion publique. Mais quelque chose a se perdu, cette voix unique qui, du cœur même du pouvoir, osait dire la vérité au prince. Chapitre 17. Du bouffon au courtisan spirituel, évolution du rôle. La disparition du fou de cour ne signifie pas la fin du besoin qu'il comblait. La fonction évolue, se transforme, se dissimule sous de nouvelles formes. Le bouffon mute en courtisan spirituel, en bel esprit, en philosophe des Lumières, conservant quelque chose de sa liberté de parole ancestrale. Au XVIIIe siècle, les salons parisiens deviennent les nouveaux théâtres où s'exerce le pouvoir du mot d'esprit. Des hommes comme Voltaire incarnent une forme moderne du fou de cour. Ils osent critiquer les puissants, moquer les institutions, dire des vérités scandaleuses, mais sous le couvert de la littérature et de la philosophie plutôt que de la bouffonnerie. Voltaire lui-même entretenait une relation ambiguë avec les monarques. Il fut à la fois le protégé et le critique de Frédéric II de Prusse, répétant le modèle ancien du fou qui défie le roi tout en dépendant de sa protection. Ses écrits satiriques rappellent les bons mots de Triboulet, mais formulés avec l'élégance du siècle des Lumières. Les académies et les cafés littéraires deviennent les nouveaux espaces où la critique sociale s'exprime. Les académiciens jouent un rôle similaire à celui des anciens fous, commentant l'actualité politique sous couvert de discussions littéraires ou philosophiques. L'esprit remplace les grelots, la plume remplace la marotte. Dans les cours qui subsistent, notamment dans les États allemands et italiens, le rôle du fou est repris par des musiciens et des compositeurs. Mozart, par exemple, à la cour de l'archevêque de Salzbourg, puis à Vienne, occupe une position qui rappelle celle des anciens bouffons, proche du pouvoir, mais subalterne, autorisé à une certaine liberté créative, tout en restant dépendant. Le théâtre absorbe également l'héritage du fou. Les personnages de valets rusés dans les comédies du XVIIIe siècle, de Figaro à Harlequin, perpétuent la tradition du subalterne qui dit la vérité au maître. Le mariage de Figaro de Beaumarchais constitue peut-être l'expression ultime de cette évolution. Le valet y prononce des tirades révolutionnaires qui annoncent 1789. La Révolution française marque un nouveau tournant. Le pouvoir absolu du roi disparaît, et avec lui la nécessité d'un fou qui puisse le critiquer en toute impunité.
Dans une république, en théorie, chaque citoyen peut dire la vérité au gouvernant. Le fou n'a plus de raison d'être. Pourtant, le XIXe siècle voit émerger de nouvelles figures qui perpétuent l'esprit du bouffon. Les caricaturistes politiques, les journalistes satiriques, les humoristes de cabaret. Honoré Daumier, avec ses caricatures féroces de Louis-Philippe, reprend le flambeau de Triboulet. Sa liberté de ton lui vaudra d'ailleurs la prison, preuve que même en régime parlementaire, la vérité reste dangereuse. Les cours qui subsistent au XIXe siècle, notamment en Russie et dans les États allemands, n'emploient plus de fous traditionnels. Quelques tentatives de renaissance, comme certains divertissements à la cour de Bavière, restent artificielles et nostalgiques, incapables de recréer l'authenticité des anciens bouffons. Chapitre 18. La cour de Russie. Fous et nains sous Pierre le Grand. La Russie offre un cas particulier dans l'histoire des fous de cour. Tandis que l'Europe occidentale abandonnait progressivement cette tradition, l'empire des tsars la perpétuait, voire l'amplifiait au tournant du XVIIIe siècle sous le règne de Pierre le Grand. Pierre Ier, tsar réformateur et modernisateur, paradoxalement maintint et même développa la présence de bouffons et de nains à sa cour. Cette apparente contradiction s'explique par la complexité du personnage. Pierre voulait occidentaliser la Russie, mais il aimait aussi les divertissements brutaux et grotesques qui horrifiaient les ambassadeurs européens. La cour de Pierre le Grand comptait des dizaines de nains et de bouffons, souvent recrutés de force parmi la population. Ces personnes formaient une sorte de cour parallèle, parodiant la vraie noblesse. Pierre organisait des cérémonies burlesques, où les nains mimaient les rituels de la cour, créant un spectacle à la fois comique et inquiétant. L'épisode le plus célèbre reste le mariage des nains, de 1710. Pierre organisa un mariage fastueux entre deux nains, invitant tous les nains de Russie à y participer. La cérémonie, somptueuse et grotesque, voyait des dizaines de personnes de petite taille parader dans des vêtements copiés sur ceux de la haute noblesse. Le tsar et sa cour assistaient au spectacle, mêlant fascination et moquerie. Certains de ces bouffons et nains acquirent une influence réelle. Yakim Volkov, un nain particulièrement intelligent, devint un confident de Pierre. Le tsar, qui n'accordait sa confiance qu'avec parcimonie, appréciait la franchise de Volkov, rappelant la relation entre Henri III et Chicot. Le rôle de ces personnages à la cour russe différait cependant de celui de leurs homologues occidentaux. Ils servaient moins à dire la vérité au pouvoir qu'à divertir un tsar dont l'appétit pour le spectacle grotesque semblait insatiable. Pierre utilisait aussi ces bouffons pour humilier ses ennemis, forçant des nobles disgraciés à participer à des farces dégradantes. Après Pierre le Grand, ses successeurs maintinrent la tradition pendant quelques décennies. L'impératrice Anna Ivanovna, au milieu du XVIIIe siècle, possédait une fascination morbide pour les nains et organisait régulièrement des divertissements cruels les mettant en scène. Le plus tristement célèbre fut le Palais de glace de 1740, où elle força un prince disgracié à épouser une de ses servantes lors d'une cérémonie en plein hiver dans un palais construit entièrement de glace. Ces pratiques horrifièrent progressivement l'opinion éclairée. Catherine II, impératrice philosophe correspondante de Voltaire, mit fin à ces traditions qu'elle jugeait barbares. Sous son règne, les bouffons disparurent de la cour de Russie, marquant la fin de cette institution dans le dernier grand empire européen à la maintenir. L'expérience russe illustre la dégénérescence possible de la fonction de fou. Privée de sa dimension de vérité et de critique, réduite au pur spectacle, et parfois à la cruauté, elle perdait sa raison d'être profonde. La disparition des fous de cour en Russie ne fut pleurée par personne. Chapitre 19. Le fou dans l'art et la littérature, de Shakespeare à Hugo. Si les fous disparaissent des cours réales, ils trouvent une vie éternelle dans l'art et la littérature. Les auteurs, de la Renaissance au romantisme, s'emparent de cette figure fascinante pour explorer les thèmes de la vérité, de la folie et du pouvoir. William Shakespeare offre les portraits les plus complexes et nuancés de fous. Dans Le Roi Lear, le fou accompagne le vieux roi déchu dans sa descente aux enfers.
Ces répliques mêlent humour grinçant et sagesse profonde, éclairant la tragédie d'une lumière crue. Le fou dit à lire des vérités que personne d'autre n'ose formuler, mais sous forme de chansons et de devinettes qui adoucissent la cruauté du message. Dans La Nuit des Rois, Feste le Bouffon démontre une intelligence supérieure à celle des personnages nobles. Il manipule les situations, révèle les impostures, tout en maintenant son masque de simplicité. Shakespeare utilise systématiquement ces fous comme voix de la vérité et de la raison dans des mondes où les sages se comportent follement. L'influence shakespearienne traverse les siècles. Au XIXe siècle, Victor Hugo reprend le personnage de Triboulet dans Le Roi s'amuse. Son Triboulet est une figure tragique, père aimant d'une fille pure, contraint par son métier à participer aux débauches de François Ier. Hugo transforme le bouffon historique en symbole de la condition humaine déchirée entre l'amour et la nécessité. Giuseppe Verdi adapte Le Roi s'amuse dans son opéra Rigoletto, sans doute l'œuvre lyrique la plus célèbre mettant en scène un fou de cour. Le Rigoletto de Verdi concentre toutes les contradictions du bouffon. Brillant et amer, aimant et vengeur, victime et complice. L'air La Donna e mobile est chanté par Luduc, mais c'est Rigoletto, le fou bossu, qui incarne la véritable profondeur de l'œuvre. Les peintres aussi se sont emparés du thème. Outre Vélasquez, Jean-Antoine Watteau a peint plusieurs Gilles, descendants français du fou de cour, dans des tableaux mélancoliques, où le personnage apparaît isolé, presque tragique. Ces œuvres capturent la solitude essentielle du bouffon, toujours entouré mais fondamentalement seul. Au XXe siècle, le fou continue d'inspirer. Dans Le nom de la rose d'Umberto Eco, le personnage de Salvatore, moine simple et multilingue, perpétue certains traits du fou médiéval. Les films et séries modernes revisitent régulièrement la figure, du Joker des Batman au fou shakespearien adapté au cinéma. Cette immortalité artistique révèle la puissance symbolique du fou. Il représente des questions éternelles. Où réside la vérité? La folie et la sagesse sont-elles si distinctes? Le pouvoir peut-il supporter d'entendre la vérité? Ces interrogations transcendent l'institution historique du bouffon pour toucher à l'essence de la condition humaine. Le fou dans l'art devient ainsi plus réel, plus vivant que les fous historiques. Triboulet, Rigoletto, le fou de Lyre existent dans l'imaginaire collectif avec une intensité que les véritables bouffons n'ont jamais atteinte. L'art a accompli ce que l'histoire ne pouvait faire, donner aux fous l'immortalité qu'ils cherchaient à travers leurs mots. L'écho des grelots, quand les fous disaient la vérité. Les grelots se sont tus depuis longtemps dans les palais d'Europe. Les derniers fous de cour ont disparu il y a plus de 3 siècles, emportant avec eux une tradition millénaire. Pourtant, leur écho résonne encore, murmurant des vérités que notre époque peine parfois à entendre. Le fou était un miroir déformant tendu au pouvoir. Dans son reflet grotesque, les rois découvraient leurs faiblesses, leurs erreurs, leur humanité. Ce miroir a disparu des cours, mais le besoin de se confronter à la vérité demeure. Qui, aujourd'hui, joue ce rôle auprès des puissants? Notre monde moderne a multiplié les mécanismes de critique et de contre-pouvoir. La presse libre, les réseaux sociaux, les humoristes politiques perpétuent chacun à leur manière l'héritage des bouffons. Ils disent aux gouvernants ce que les courtisans n'osent formuler, ils moquent les puissants, ils révèlent les absurdités du pouvoir. Pourtant, quelque chose s'est perdu. La proximité unique qu'entretenait le fou avec son roi n'existe plus. La vérité doit aujourd'hui traverser des couches de communication, de conseillers, de porte-parole. Elle arrive filtrée, adoucie, parfois méconnaissable. Le fou avait l'oreille du prince. Nos satiristes crient dans un espace public fragmenté. Les grandes figures de l'histoire, Triboulet défiant François Ier, Chicot conseillant Henri III dans la tempête, Stanczyk pleurant le destin de la Pologne, nous rappellent qu'il existait une forme de courage particulière. Dire la vérité au pouvoir n'était pas qu'une posture ou un métier, c'était un art dangereux, où l'intelligence devait s'allier à l'intuition, l'audace à la prudence. L'histoire des fous de cour nous enseigne aussi l'ambiguïté fondamentale du pouvoir. Les rois les plus puissants, ceux qui pouvaient faire tomber des têtes d'un mot, toléraient et même chérissaient ces personnages qui les tournaient en dérision. Cette tolérance révèle peut-être une sagesse perdue, la conscience que nul ne détient la vérité absolue,
que même le plus puissant a besoin d'entendre la voix de la contradiction. Dans nos démocraties contemporaines, nous avons institutionnalisé l'opposition et la critique. C'est un progrès immense sur l'arbitraire monarchique. Mais nous avons peut-être perdu quelque chose de la spontanéité, de l'immédiateté, de l'humanité, de l'échange entre le fou et son roi. Le pouvoir s'est bureaucratisé, et avec lui, la contestation s'est ritualisée. Les nuits s'allongent, le sommeil approche. Dans ce moment suspendu entre veille et rêve, imaginons les couloirs déserts des anciens palais. Si l'on tendait l'oreille, peut-être percevrait-on encore, très faiblement, le tintonnement de grelots lointains. C'est l'écho de tous ces fous qui, siècle après siècle, osèrent rire du pouvoir et dire la vérité au prince. Leur héritage nous appartient. Dans chaque moment où nous osons questionner l'autorité, dans chaque rire qui défie la bien-pensance, dans chaque vérité inconfortable, formulée malgré les risques, nous perpétuons leur tradition. Les fous de cour ont disparu, mais l'esprit de la folie sage, lui, demeure immortel. Que les grelots continuent de résonner dans nos consciences, nous rappelant qu'aucun pouvoir n'est si grand qu'il ne puisse être questionné, et qu'aucune vérité n'est si dangereuse qu'elle doive rester tue. C'est là peut-être le dernier message des fous. Dans un monde qui se prend toujours trop au sérieux, le rire reste l'arme ultime de la liberté. Bonne nuit, et que vos rêves soient peuplés de bouffons sages et de vérités déguisées en plaisanterie.